Clint Eastwood poussa la porte du Grand Oak sans escorte, sans costume taillé sur mesure, sans ce décor de gloire auquel Hollywood avait habitué le monde. Une simple chemise polo grise, un pantalon sobre, des chaussures discrètes. Rien, absolument rien, ne criait la légende. Et pourtant, dès qu'il entra, quelque chose changea dans l'air. Certains anciens du personnel levèrent brièvement les yeux, puis baissèrent aussitôt le regard, avec cette retenue silencieuse qu'on réserve aux hommes qui n'ont plus rien à prouver. Le restaurant brillait sous les lustres comme un théâtre de luxe, verre de cristal, couverts polis comme des miroirs, influenceurs penchés sur des desserts recouverts d'or, jeunes millionnaires parlant trop fort pour masquer le vide de leur certitude. Au milieu de cette parade, Clint traversa la salle avec le calme d'un homme qui avait vu des guerres de cinéma, des tempêtes de vie, des foules hystériques et des silences plus tranchants qu'une lame. Il prit place à sa table habituelle, dans l'angle, celle d'où l'on voit tout sans être vu. Il commanda son whisky, comme chaque vendredi, puis observa. Car Clint n'était pas venu seulement pour dîner. Depuis 6 mois, depuis qu'il avait racheté le Grand Oak en silence, il venait vérifier une seule chose. Non pas la qualité des plats ni l'éclat de la salle, mais la valeur humaine de ceux qui servaient. Pour lui, un restaurant ne révélait pas sa grandeur dans la manière de flatter les puissants, mais dans la façon de traiter celui que personne ne remarque. Ce soir-là, pourtant, quelque chose avait déjà commencé à pourrir sous le vernis du prestige. Rachel, la nouvelle serveuse, glissait entre les tables avec le sourire rigide de celles qui confondent élégance et mépris. Diplômée, ambitieuse, convaincue que le luxe se mesure au prix d'une veste ou au nombre d'abonnés sur un écran, elle distribuait sa politesse comme on jette des miettes, généreuse avec les visages connus, glaciale avec ceux qu'elle jugeait trop ordinaires. Quand ses yeux tombèrent sur Clint, seul dans son coin, vêtu comme un homme sans importance, elle eut ce léger froncement de bouche qui, chez certaines personnes, annonce déjà la cruauté. De l'autre côté de la salle, Thomas, le directeur, sentit son estomac se nouer. Il connaissait ce regard. Il l'avait déjà vu chez elle, cette manière de découper les gens en catégories avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Miguel aussi l'avait remarqué. Jeune serveur discret, arrivé de loin avec des rêves lourds comme des valises trop pleines, il reconnut immédiatement l'homme assis dans l'ombre. Pas à cause de la célébrité brute, pas seulement. Il reconnut surtout cette présence, cette immobilité dangereuse, cette façon d'occuper l'espace sans un geste de trop. Rachel, elle, s'avança vers la table avec ses talons secs, son carnet à la main et une assurance déjà condamnée. Clint leva lentement les yeux vers elle. Son regard n'était ni dur, ni tendre. C'était pire. C'était le regard d'un homme patient. Et dans ce regard vivait déjà la leçon qui allait bientôt fracasser toute la salle. Rachel prit une inspiration, afficha son sourire le plus faux, puis ouvrit enfin la bouche pour humilier celui qu'elle croyait n'être qu'un vieil homme de trop. Rachel posa son carnet sur la table avec une lenteur calculée, comme si chaque geste devait rappeler à Clint Eastwood qu'ici, selon elle, certains avaient le droit d'exister plus que d'autres. « Monsieur, » commença-t-elle d'une voix sucrée, trop sucrée pour être sincère, « vous semblez très à l'aise avec votre whisky, mais cette table est réservée pour des clients importants. » Le mot « important » tomba comme une gifle polie. Autour d'eux, quelques têtes se tournèrent sans en avoir l'air. Dans les restaurants de luxe, les humiliations ne crient pas toujours. Elles se servent souvent à voix basse, avec un sourire. Clint, lui, ne bougea presque pas. Il prit son verre, but une gorgée lente, puis le reposa avec ce calme qui rend la violence du monde encore plus visible. « Je suis très bien ici », répondit-il simplement. Cette phrase, dite sans hausser le ton,
eut pourtant l'effet d'une résistance. Mais Rachel n'était plus dans le service, elle était dans le jugement. Et le jugement, quand il se croit élégant, devient souvent plus brutal qu'un coup porté à visage découvert. Elle jeta un regard vers le groupe de jeunes entrepreneurs qui attendaient près de l'accueil, impeccablement habillés, bruyants, déjà ivres de leurs propres reflets. Puis elle revint vers Clint avec une pointe de mépris désormais impossible à cacher. « Notre chef prépare ce soir un menu d'exception. Ce n'est pas vraiment un endroit pour quelqu'un qui cherche juste à occuper une chaise et commander le moins cher. » À la table voisine, un vieux couple fidèle au Grand Hawk depuis 20 ans se raidit aussitôt. Le mari serra la mâchoire. Son épouse, elle, posa doucement une main sur son bras, car elle avait reconnu dans les yeux de Clint quelque chose de dangereux. Pas la colère, non. Quelque chose de bien plus froid, quelque chose qui attend son heure. Miguel, qui essuyait des verres à quelques mètres, sentit son sang bouillir. Il connaissait ce genre de scène. Pas dans les restaurants de Hollywood, mais dans la vraie vie. Dans les regards qui écrasent, dans les phrases qui réduisent un homme à ses vêtements, à ses rides, à son silence. Il fit un pas, puis s'arrêta, partagé entre la peur de perdre son emploi et l'impossibilité morale de rester immobile. Rachel, enhardie par l'absence apparente de réaction, poursuivit. « Les temps ont changé, monsieur. Ici, nous avons des standards. » Le mot « standard » claqua plus fort que les couverts. Quelques influenceurs cessèrent de filmer leurs desserts. Même Thomas, qui s'approchait déjà à grands pas, ralentit un instant comme si l'air s'était épaissi. Clint releva enfin complètement la tête. Son regard se posa sur Rachel avec une précision presque chirurgicale. « Les temps ont changé ?» répéta-t-il doucement. « Expliquez-moi donc ce que cela signifie. » Cette simple question déstabilisa Rachel une fraction de seconde. Mais l'orgueil est un poison qui, une fois lancé, pousse souvent les gens à creuser encore plus profondément leur propre tombe. « Cela signifie, dit-elle en redressant les épaules, que certains lieux ne sont pas faits pour tout le monde. Nos clients attendent un certain niveau, une certaine image, une certaine classe. » Puis, croyant porter le coup final, elle ajouta à voix assez haute pour que les tables voisines entendent « Ce n'est pas le décor d'un vieux western. Ici, on ne vient pas jouer au cow-boy. » Le silence qui suivit fut si brutal qu'on aurait cru entendre la salle se fissurer. Miguel laissa tomber l'éponge qu'il tenait. Elle s'écrasa au sol avec un bruit sec qui fit sursauter plusieurs clients. Thomas s'arrêta net. 2 serveurs plus âgés échangèrent un regard presque funèbre. Quant à Clint Eastwood, il ne sia pas. Il laissa juste échapper un souffle lent, comme un homme fatigué de voir à quel point certains détruisent leur propre dignité en essayant de voler celle des autres. Puis, avec une tranquillité presque insupportable, il glissa la main dans la poche de sa veste, sortit son téléphone et composa un numéro. « Jerry, » dit-il calmement, sans quitter Rachel des yeux. « Apportez-moi les documents de propriété, maintenant, et les plans de rénovation aussi. » Le visage de Rachel perdit sa couleur, pas à tout d'un coup, lentement, comme si chaque mot lui arrachait un morceau de certitude. Ses doigts se crispèrent sur son carnet. Son sourire disparut. Pour la première fois, elle regarda vraiment cet homme, non plus comme un client qu'elle croyait inférieur, mais comme un danger qu'elle n'avait absolument pas compris. Clint posa alors son téléphone, croisa les mains sur la table, puis parla avec cette voix basse qui, à elle seule, semblait faire taire toute la salle. « Vous savez, Rachel, cela fait 6 mois que je m'assois exactement à cette place, chaque vendredi, avec le même whisky, à observer les gens. Et ce soir, vous venez enfin de me montrer ce que je redoutais le plus. » Il marqua une pause si lourde qu'elle écrasa la pièce entière. Le moment où un lieu cesse d'avoir une âme, parce que quelqu'un comme vous décide que le respect doit être réservé aux apparences. Rachel ne répondit rien. Elle ne pouvait plus, parce qu'au fond d'elle, la vérité commençait déjà à frapper.
Et ce n'était encore que le début. Jerry arriva moins de 2 minutes plus tard. Un porte-document en cuir à la main, le visage fermé de ceux qui savent déjà qu'ils vont assister à un effondrement. Lorsqu'il s'arrêta près de la table et tendit les papiers à Clint Eastwood avec un discret « Monsieur », le dernier doute mourut dans la salle. Rachel vacilla presque. Ses doigts lâchèrent son carnet, qui tomba au sol dans un claquement sec, dérisoire, comme si toute sa prétendue supériorité venait de se briser en même temps. Clint ouvrit lentement le dossier. Il n'avait pas besoin de le faire. Il savait ce qu'il contenait. Tout le monde, désormais, savait ce qu'il signifiait. Mais parfois, la vérité doit être montrée noir sur blanc pour écraser définitivement l'arrogance. Il posa les documents devant Rachel, sans brutalité, ce qui rendit le geste encore plus terrible. « Depuis 6 mois, dit-il d'une voix calme, ce restaurant m'appartient. » Aucun cri, aucun effet théâtral, juste cette phrase, froide et nette, qui coupa l'air comme une lame. Rachel fixa les papiers, incapable de respirer correctement. Puis elle leva les yeux vers Clint, et ce qu'elle vit n'était pas seulement un homme célèbre, ni seulement son patron. Elle vit quelque chose de pire, un homme profondément déçu. Et cette déception-là pèse parfois plus lourd qu'une humiliation publique. Clint se redressa légèrement sur sa chaise et promena son regard sur toute la salle. Les influenceurs avaient rangé leur téléphone. Le vieux couple à côté le regardait avec une émotion muette. Miguel, lui, restait debout, tendu, les yeux humides sans même s'en rendre compte. « J'ai acheté cet endroit, » reprit Clint, « non pas pour le prestige, ni pour ajouter mon nom à une façade. Je l'ai acheté parce qu'il y a 50 ans, quand je n'étais personne, on m'y a traité avec respect. Pas parce que j'étais important, pas parce que j'étais riche, pas parce que j'avais une image à vendre, mais parce qu'un homme digne sait accueillir un autre être humain sans lui demander d'abord combien il vaut. » Chaque mot tombait dans le silence avec la force d'un marteau. Rachel baissa lentement la tête. Son visage était défait. Le maquillage impeccable ne cachait plus rien. Pour la première fois peut-être, elle comprenait que la vraie laideur n'a rien à voir avec un vêtement trop simple ou un visage trop vieux. Elle naît dans la manière dont on écrase quelqu'un pour se sentir plus haut. Clint tourna alors les yeux vers Miguel. « Ce jeune homme, dit-il, a essayé de t'arrêter. Il a vu ce que tu n'as pas vu. Pas une célébrité, pas un nom. Un homme. C'est cela, le vrai service. » Miguel resta figé, comme si son propre cœur refusait de croire ce qu'il entendait. Clint lui fit signe d'approcher. « À partir de ce soir, tu ne débarrasseras plus les tables. Tu seras formé en salle. Et si tu gardes cette dignité-là, tu iras plus loin que beaucoup de gens ici. » Miguel porta une main tremblante à sa bouche, incapable de répondre immédiatement. Puis il souffla, presque cassé par l'émotion. « Merci, monsieur Eastwood. Merci. » Ce moment bouleversa quelque chose dans la pièce, pas parce qu'une star parlait, mais parce qu'un homme venait de rendre à un autre une valeur que le monde lui refuse souvent en silence. Rachel, elle, ne tenait presque plus debout. Des larmes brûlantes montèrent enfin à ses yeux. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, mais sa voix était si faible qu'on aurait dit qu'elle s'excusait aussi auprès de la femme qu'elle avait été 1 heure plus tôt. Clint la regarda longuement. Il aurait pu la détruire. En un mot, il pouvait la renvoyer, l'écraser, faire d'elle un exemple brutal. Toute la salle s'attendait à cela. Et c'est précisément pour cette raison que ce qu'il fit ensuite marqua tout le monde bien plus profondément. « Je pourrais te faire partir maintenant, » dit-il doucement. « Et peut-être que tu le mériterais. Mais si l'humiliation apprenait vraiment aux gens à devenir meilleurs, ce monde serait déjà sauvé. » Rachel releva les yeux, tremblante. « Alors voilà ton choix.
Tu peux sortir de cette porte avec ton orgueil brisé et recommencer ailleurs exactement comme avant. Ou tu peux rester ici et apprendre, en repartant de zéro, ce que signifie servir sans mépriser. La salle entière retenait son souffle. Rachel regarda autour d'elle. Les visages qu'elle avait à peine remarqués jusque-là semblaient soudain plus grands qu'elle. Thomas, les anciens serveurs, Miguel, même le vieux couple. Elle comprit alors qu'elle n'avait jamais vraiment vu les gens, seulement ce qu'elle croyait pouvoir tirer d'eux. Ses épaules s'affaissèrent. « Je veux rester », souffla-t-elle entre deux sanglots. « Je veux apprendre, si vous me laissez une chance. » Clint hocha lentement la tête. « Alors tu commenceras demain, sans privilège, sans masque, sans personnage. » Puis il prit son verre, but la dernière gorgée de whisky et se leva enfin. Toute la salle resta immobile une seconde avant que le vieux couple ne commence à applaudir. Un seul applaudissement d'abord, puis deux, puis toute la salle. Pas pour Hollywood, pas pour une légende, mais pour cette vérité simple et brutale que tant de gens oublient. La vraie classe ne se porte pas. Elle se prouve dans la façon dont on traite ceux qui n'ont rien à nous offrir. Ce soir-là, au Grand Oak, beaucoup étaient venus pour dîner. Mais ils repartirent avec quelque chose de bien plus rare. Une honte pour certains, une dignité retrouvée pour d'autres, et une leçon si forte qu'aucun d'eux ne l'oublia jamais. Et depuis ce soir, chaque vendredi, dans l'angle discret du restaurant, un homme en simple polo gris continue parfois de s'asseoir en silence, pour vérifier si le respect, lui, est toujours vivant.